Dans ma quête personnelle pour comprendre les mécanismes de l'anxiété et du surmenage mental, j'ai découvert que notre époque génère un phénomène particulièrement destructeur, la rumination mentale excessive. Ce fléau moderne transforme notre esprit en une machine à produire des scénarios catastrophiques, nous empêchant de vivre pleinement le moment présent. Pendant des années, j'ai été prisonnier de mes propres pensées, tournant en boucle dans des spirales d'inquiétude qui consumaient mon énergie vitale. J'ai consulté de nombreux spécialistes, testé des approches variées allant de la thérapie cognitivo-comportementale à la méditation transcendantale, en passant par les techniques de relaxation progressive. Certaines méthodes m'apportaient un soulagement temporaire, mais aucune ne s'attaquait véritablement à la racine du problème. C'est lors d'une période particulièrement difficile de ma vie professionnelle que j'ai redécouvert la philosophie stoïcienne, non pas comme une curiosité intellectuelle, mais comme une boîte à outils pratique pour naviguer dans les tempêtes mentales. Les enseignements de Marc Aurèle, d'Épictète et de Sénèque ont révolutionné ma compréhension de la relation entre nos pensées et notre bien-être. Ces philosophes anciens avaient identifié avec une précision remarquable les mécanismes psychologiques que la neuroscience moderne confirme aujourd'hui. Après avoir testé personnellement de nombreuses approches thérapeutiques, j'ai trouvé dans la philosophie stoïcienne des outils d'une efficacité remarquable, et je partage aujourd'hui avec vous les 10 stratégies qui ont littéralement transformé ma relation aux pensées envahissantes. Ces techniques ne sont pas de simples concepts théoriques, mais des méthodes pratiques que j'ai appliquées quotidiennement pendant plus de 2 ans, documentant méticuleusement leurs effets sur mon état mental et émotionnel. La première technique que j'ai expérimentée consiste à créer une période dédiée aux préoccupations. Pendant des mois, j'ai lutté contre mes inquiétudes en tentant de les supprimer complètement, ce qui ne faisait qu'amplifier leur intensité. Cette approche de suppression créait un effet rebond particulièrement pervers. Plus je tentais d'éviter certaines pensées, plus elles revenaient avec force. Les psychologues appellent ce phénomène l'effet de rebond ironique, démontré par les célèbres expériences de Daniel Wegner sur la suppression des pensées. J'ai alors décidé d'allouer quotidiennement 20 minutes précises à mes préoccupations, généralement en fin d'après-midi, entre 16h et 16h20. Cette fenêtre temporelle n'était pas choisie au hasard. Elle correspond au moment où notre cortisol naturel commence à diminuer, rendant notre esprit plus réceptif à l'analyse rationnelle. Durant cette période, je me permets d'explorer chaque inquiétude en profondeur, d'analyser sa probabilité réelle et de définir des actions concrètes si nécessaire. J'ai développé une méthode structurée. Je liste mes préoccupations, j'évalue leur probabilité d'occurrence sur une échelle de 1 à 10, j'identifie les éléments que je peux contrôler et ceux qui échappent à mon influence. Cette approche révolutionnaire m'a permis de constater que 90% de mes préoccupations n'avaient aucun fondement réel. Les recherches en psychologie cognitive confirment que la majorité de nos inquiétudes concernent des événements qui ne se produisent jamais, ou qui, s'ils se produisent, sont beaucoup moins dramatiques que nos prévisions catastrophistes. En dehors de cette période, lorsqu'une inquiétude surgit, je me contente de la noter mentalement pour la traiter ultérieurement. J'ai même créé un carnet dédié où j'inscris rapidement ces pensées intrusives, ce qui a pour effet de les externaliser et de réduire leur charge émotionnelle immédiate. Cette méthode de compartimentage mental a libéré mes journées de l'invasion constante des pensées anxieuses. Au bout de 3 mois d'application rigoureuse, j'ai observé une diminution de 70% de mes épisodes d'anxiété diurne. La deuxième stratégie transformatrice implique de décomposer les pensées écrasantes en étapes concrètes. Face à un problème qui me semblait insurmontable, j'ai appris à me poser systématiquement cette question. Quelle est la prochaine action la plus petite que je puisse entreprendre maintenant ? Cette interrogation apparemment simple révèle en réalité un principe fondamental du fonctionnement cérébral. Notre système nerveux traite plus efficacement les tâches séquentielles que les masses d'informations complexes. Les neuroscientifiques ont démontré que lorsque nous décomposons une tâche complexe en micro-étapes, nous activons le circuit de récompense dopaminergique à chaque accomplissement, créant ainsi une motivation naturelle pour continuer. Cette approche méthodique m'a permis de découvrir que les montagnes de difficultés ne sont en réalité que des accumulations de petits cailloux. J'ai appliqué cette technique lors de ma reconversion professionnelle, une période où l'ampleur des changements nécessaires me paralysait complètement. La perspective de changer de carrière, de formation, de réseau professionnel et de mode de vie simultanément créait une surcharge cognitive qui bloquait toute action constructive. En fragmentant chaque étape en micro-actions de 5 minutes, j'ai progressivement reconstruit ma confiance et ma capacité d'action.
Par exemple, au lieu de me dire « je dois changer de carrière », je me focalisais sur « identifier 3 offres d'emploi intéressantes dans les 15 prochaines minutes ». Cette granularité extrême transformait une montagne impossible en une succession de petites collines franchissables. J'ai documenté chaque micro-victoire dans un journal de progression, créant ainsi une spirale positive de motivation et d'accomplissement. Cette méthode s'appuie sur un principe neurologique fascinant. Notre cerveau traite plus efficacement les informations séquencées que les masses d'informations complexes. L'approche fragmentée active le cortex préfrontal, responsable de la planification et de la résolution de problèmes, tout en réduisant l'activité de l'amygdale, centre de l'anxiété. Au bout de 6 mois d'application systématique, j'avais non seulement accompli ma transition professionnelle, mais j'avais aussi développé une confiance inébranlable en ma capacité à surmonter les défis complexes. Si vous ressentez déjà les bienfaits de ces premières approches, je vous encourage vivement à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification. Votre soutien me motive énormément à continuer ces recherches approfondies en psychologie pratique et à partager avec vous les découvertes les plus efficaces pour améliorer notre bien-être mental au quotidien. La 3e technique révolutionnaire consiste à cultiver activement la gratitude comme antidote à la rumination. J'ai mis en place un rituel matinal simple mais puissant. Identifier 3 éléments précis pour lesquels je ressens de la reconnaissance. Cette pratique n'était pas superficielle. Je devais être capable d'expliquer pourquoi chaque élément méritait ma gratitude et comment il enrichissait concrètement mon existence. Par exemple, au lieu de noter simplement ma santé, je précisais ma capacité à courir 3 km sans essoufflement qui me permet de gérer le stress quotidien et de maintenir un sommeil réparateur. Cette granularité émotionnelle amplifie considérablement l'impact neurologique de la pratique. Cette pratique quotidienne a graduellement reprogrammé mon cerveau pour rechercher automatiquement les aspects positifs de mon existence. Les neurosciences confirment que la gratitude active le cortex préfrontal et stimule la production de dopamine, créant un cercle vertueux de bien-être. J'ai découvert que cette transformation neurologique nécessite environ 21 jours d'application consistante pour créer de nouveaux circuits neuronaux durables. Les recherches du Dr Robert Emmons de l'Université de Californie démontrent que la gratitude régulière améliore le système immunitaire, la qualité du sommeil et les relations interpersonnelles. J'ai personnellement constaté une amélioration de 25% de la qualité de mon sommeil après 6 semaines de pratique assidue. J'ai constaté que cette habitude transforme littéralement notre dialogue interne, remplaçant les pensées de manque par une reconnaissance profonde de l'abondance présente. Cette transformation cognitive s'est également traduite par une amélioration notable de mes relations professionnelles et personnelles. En me focalisant sur les aspects positifs des personnes qui m'entourent, j'ai développé une empathie plus profonde et une communication plus authentique. J'ai étendu cette pratique en créant un journal de gratitude hebdomadaire où je documente les moments de reconnaissance les plus significatifs. Cette archive émotionnelle devient une ressource précieuse lors des périodes difficiles, me rappelant la richesse constante de mon existence malgré les défis temporaires. La 4e approche m'a demandé de repenser complètement ma relation à l'inconfort en pratiquant délibérément l'exposition à des situations désagréables. Cette méthode, inspirée des pratiques stoïciennes antiques, consiste à s'exposer volontairement à des inconforts mineurs pour développer une résistance psychologique aux adversités majeures. Chaque matin, je prends désormais une douche froide pendant 2 minutes, non par masochisme, mais pour entraîner mon esprit à accepter l'inconfort sans résistance. Cette pratique matinale active le système nerveux sympathique de manière contrôlée, augmentant la production de noradrénaline et renforçant la capacité d'adaptation au stress. Les recherches du Dr Rhonda Patrick montrent que l'exposition régulière au froid améliore la fonction immunitaire et la résistance mentale. J'ai mesuré une augmentation de 40% de ma tolérance au stress après 3 mois d'application quotidienne. Cette pratique de l'inconfort volontaire m'a permis de développer une résilience remarquable face aux situations imprévisibles. J'ai également intégré des exercices comme marcher pieds nus sur l'herbe humide ou méditer dans des environnements bruyants. Ces expériences sensorielles perturbantes entraînent l'esprit à maintenir l'équilibre émotionnel malgré les stimuli dérangeants. La méditation dans le bruit, par exemple, m'a appris à distinguer entre les sons environnementaux et ma réaction émotionnelle à ces sons. Cette distinction fondamentale devient ensuite applicable à toutes les situations de la vie quotidienne. J'ai progressivement étendu cette pratique
en acceptant volontairement des défis professionnels inconfortables, des conversations difficiles que j'aurais précédemment évitées. Ces expériences m'ont appris que l'inconfort n'est qu'une sensation temporaire et que notre capacité d'adaptation dépasse largement nos craintes initiales. L'exposition répétée à l'inconfort crée une désensibilisation progressive qui transforme notre rapport à l'adversité. Cette approche s'inspire directement des enseignements d'Épictète, qui prônait l'entraînement délibéré aux difficultés pour développer la force intérieure. J'ai constaté que cette méthode produit des effets durables sur la confiance en soi et la capacité à gérer les situations imprévisibles. La 5e stratégie implique un changement radical de perspective en se concentrant sur l'effort plutôt que sur le résultat. Pendant des années, j'ai vécu dans l'angoisse permanente des outcomes, analysant obsessionnellement chaque conséquence possible de mes actions. Cette fixation sur les résultats créait un paradoxe destructeur. Plus je m'inquiétais des conséquences, moins j'étais capable d'agir efficacement. La psychologie cognitive identifie ce phénomène sous le terme d'anxiété de performance, qui crée un cercle vicieux entre la peur de l'échec et la diminution des performances. Cette obsession du résultat générait un stress paralysant qui m'empêchait paradoxalement d'obtenir les résultats désirés. J'ai appris à rediriger mon attention vers la qualité de mon engagement présent, l'intégrité de mes actions et la sincérité de mes intentions. Cette transformation mentale s'inspire directement de l'enseignement stoïcien, selon lequel nous ne contrôlons que nos actions, jamais leurs conséquences. J'ai développé une pratique d'évaluation quotidienne où je mesure ma satisfaction non pas aux résultats obtenus, mais à la qualité de mes efforts investis. Cette approche a libéré une énergie créative considérable en éliminant la pression constante de performance. J'ai constaté que cette libération mentale améliore paradoxalement la qualité des résultats, car l'esprit détendu accède plus facilement à l'état de flow, décrit par le psychologue Mihaly Csikszentmihalyi. Dans cet état optimal, l'action devient fluide et naturelle, produisant des résultats supérieurs avec moins d'effort mental. J'ai appliqué cette philosophie lors de mes présentations professionnelles, me concentrant uniquement sur la clarté de mon message et l'authenticité de ma communication. Cette approche a non seulement réduit mon anxiété de performance, mais a aussi considérablement amélioré la réception de mes interventions. L'audience perçoit instinctivement cette authenticité et y répond plus favorablement qu'aux performances techniquement parfaites, mais émotionnellement rigides. Cette méthode s'étend à tous les domaines de la vie, relations personnelles, projets créatifs, défis sportifs. En me libérant de l'obsession du résultat, j'ai redécouvert le plaisir intrinsèque de l'action bien menée. La 6e technique consiste à visualiser concrètement les pensées envahissantes comme des forces extérieures distinctes de notre identité profonde. Cette approche révolutionnaire repose sur la compréhension fondamentale que nous ne sommes pas nos pensées, mais les observateurs de celles-ci. J'ai développé une méthode personnelle où j'imagine mes pensées anxieuses comme des nuages sombres traversant un ciel clair. Cette métaphore visuelle m'aide à maintenir une distance émotionnelle saine avec le contenu mental perturbateur. J'ai affiné cette technique en attribuant des caractéristiques spécifiques à chaque type de pensée. Les inquiétudes financières deviennent des nuages gris et lourds. Les préoccupations relationnelles prennent la forme de brouillards légers. Les angoisses professionnelles apparaissent comme des orages passagers. Cette personnalisation renforce l'efficacité de la visualisation en créant un système de reconnaissance mentale automatique. J'ai également expérimenté la visualisation de mes pensées comme des passagers indésirables dans un train, observant leur présence sans leur accorder d'importance particulière. Dans cette métaphore, je suis le chef de train qui observe les passagers monter et descendre sans être affecté par leur présence temporaire. Cette image me permet de reconnaître que même les pensées les plus persistantes finissent par descendre du train si je ne les nourris pas de mon attention. J'ai découvert que la clé de cette technique réside dans la pratique régulière et la patience avec soi-même. Les premiers temps, mes tentatives de visualisation étaient interrompues par des pensées critiques sur l'efficacité de la méthode elle-même. J'ai appris à traiter ces métapensées avec le même détachement bienveillant que les pensées anxieuses originales. Cette pratique de détachement conscient m'a permis de comprendre que je ne suis pas mes pensées, mais l'observateur de celles-ci. Cette révélation philosophique profonde transforme radicalement notre relation à l'expérience mentale. Au lieu de m'identifier à chaque pensée qui traverse mon esprit, j'ai développé une identité stable basée sur ma capacité d'observation et de choix conscient. Cette stabilité intérieure devient un refuge constant accessible dans toutes les circonstances de la vie. La 7e approche révolutionnaire
consiste à embrasser pleinement l'impermanence de toute expérience mentale. Cette compréhension s'inspire directement de la philosophie stoïcienne et trouve des échos dans les traditions contemplatives orientales. J'ai appris à considérer chaque pensée, même la plus persistante, comme une vague océanique destinée à s'écraser puis à disparaître. Cette analogie marine m'aide à visualiser le caractère cyclique et temporaire de tous les phénomènes mentaux. J'ai approfondi cette compréhension en étudiant les mécanismes neurologiques sous-jacents. Nos pensées sont des patterns d'activation neuronale qui se forment et se dissolvent constamment. Cette perspective scientifique renforce la validité de l'approche philosophique stoïcienne. Cette compréhension profonde de la nature transitoire des phénomènes mentaux a dissous ma tendance à m'accrocher aux préoccupations. J'ai développé une pratique quotidienne consistant à observer consciemment la naissance, l'évolution et la dissolution naturelle de mes pensées. Cette observation se fait dans un état de curiosité bienveillante, sans jugement ni résistance. Je me suis entraîné à identifier les premières sensations corporelles qui accompagnent l'émergence d'une pensée anxieuse. Tension dans la poitrine, accélération du rythme cardiaque, modification de la respiration. Cette reconnaissance précoce permet d'intervenir avant que la pensée ne s'amplifie en spirale anxieuse. J'ai créé un système personnel de météo mentale où je classe mes états intérieurs selon des conditions atmosphériques. Ciel dégagé pour la sérénité, nuages passagers pour les préoccupations légères, orage pour les crises d'anxiété. Cette métaphorisation aide à normaliser les fluctuations émotionnelles et à les percevoir comme des phénomènes naturels plutôt que comme des problèmes à résoudre. Cette observation neutre sans jugement m'a permis de développer une équanimité remarquable face aux fluctuations émotionnelles. J'ai constaté que cette pratique génère une paix intérieure stable qui persiste même durant les périodes de stress intense. Cette stabilité émotionnelle devient progressivement un trait de caractère plutôt qu'un état temporaire. L'impermanence, paradoxalement, devient la base d'une permanence intérieure. La constance de ma capacité d'observation et d'acceptation. La 8e stratégie implique de rediriger systématiquement l'énergie mentale vers des activités concrètes et absorbantes. Cette approche repose sur le principe neurologique, selon lequel notre attention est une ressource limitée qui ne peut se focaliser que sur un nombre restreint d'éléments simultanément. Lorsque je sens l'amorce d'une spirale de rumination, j'engage immédiatement mon attention dans une tâche pratique, nécessitant une concentration totale. Cette technique de redirection active peut impliquer l'organisation minutieuse de mon espace de travail, une marche énergique de 30 minutes ou la lecture intensive d'un texte complexe. J'ai développé une boîte à outils d'activités classées selon leur intensité de concentration requise. Activités légères pour les ruminations naissantes, activités modérées pour les préoccupations établies, activités intenses pour les crises d'anxiété. Les activités légères incluent le tri de documents, l'écoute de musique instrumentale ou la préparation d'un repas simple. Les activités modérées comprennent la résolution de puzzles, l'apprentissage de nouveaux concepts ou la pratique d'instruments de musique. Les activités intenses englobent l'exercice physique vigoureux, l'écriture créative ou la résolution de problèmes mathématiques complexes. Cette gradation permet d'adapter la réponse à l'intensité de l'état mental perturbateur. L'objectif n'est pas de fuir la réalité, mais de canaliser l'énergie mentale vers des activités constructives plutôt que destructrices. J'ai découvert que certaines activités produisent un effet thérapeutique particulièrement puissant. Le jardinage, par exemple, combine exercice physique modéré, contact avec la nature et satisfaction immédiate du travail accompli. Cette approche m'a permis de transformer l'énergie anxieuse en productivité créative. J'ai constaté que les périodes de redirection d'attention génèrent souvent des insights créatifs sur les problèmes qui initialement causaient l'anxiété. Cette découverte suggère que l'état de rumination bloque notre capacité de résolution créative, alors que l'état de flow facilite l'émergence de solutions innovantes. J'ai intégré cette compréhension en planifiant délibérément des pauses créatives après les séances de résolution de problèmes intensives. Cette alternance rythmée entre concentration focalisée et relaxation créative optimise les performances cognitives tout en préservant l'équilibre émotionnel. La 9e technique consiste à cultiver régulièrement une perspective élargie en contemplant la brièveté relative de notre existence. Cette méditation sur la mortalité, appelée Memento Mori dans la tradition stoïcienne, constitue paradoxalement l'un des exercices les plus libérateurs que j'ai expérimenté. Cette réflexion sur la finitude humaine pourrait sembler morbide, mais elle produit paradoxalement un effet libérateur extraordinaire.
J'ai découvert que cette pratique ne génère pas de tristesse, mais une clarté remarquable sur ce qui mérite véritablement notre attention et notre énergie. Lorsque je considère que mes préoccupations actuelles ne représenteront qu'une infime fraction de mon parcours de vie, leur intensité dramatique s'évapore naturellement. Cette perspective cosmique transforme instantanément les montagnes d'anxiété en grains de sable insignifiants. J'ai développé l'habitude de me demander si cette inquiétude aura encore de l'importance dans 5 ans, 1 an ou même 1 mois. Cette interrogation temporelle révèle régulièrement l'absurdité de la plupart de nos préoccupations quotidiennes. J'ai affiné cette technique en créant une échelle temporelle personnelle. Les préoccupations qui ne résistent pas au test des 5 ans sont immédiatement relativisées. Celles qui survivent au test de l'année méritent une attention modérée. Seules les préoccupations persistant au test du mois reçoivent mon investissement émotionnel total. Cette hiérarchisation temporelle a révolutionné ma gestion du stress quotidien. J'ai également intégré la contemplation de la mortalité comme pratique de gratitude. Chaque jour vécu devient un cadeau précieux plutôt qu'une évidence banale. Cette perspective transforme radicalement notre rapport aux difficultés temporaires. Les embouteillages, les retards, les contrariétés professionnelles perdent leur capacité de perturbation quand ils sont perçus comme des variations insignifiantes dans le grand symphonie de l'existence. Cette perspective temporelle élargie m'aide à hiérarchiser mes préoccupations et à investir mon énergie mentale uniquement dans les aspects véritablement significatifs. J'ai constaté que cette pratique génère une sérénité profonde et une capacité remarquable à relativiser les défis quotidiens. Cette sagesse ancienne trouve une validation moderne dans les recherches sur la psychologie positive, qui démontrent que la contemplation de la mortalité augmente la satisfaction de vie et réduit l'anxiété existentielle. La 10e et dernière stratégie consiste à rechercher activement des perspectives extérieures auprès de personnes de confiance. Cette approche reconnaît une vérité fondamentale de la psychologie humaine. Nous sommes souvent les derniers à percevoir nos propres patterns de pensée dysfonctionnels. J'ai découvert que l'isolement mental amplifie considérablement l'intensité des pensées obsessionnelles. Nos ruminations s'alimentent du silence et de la solitude, créant des chambres d'écho où les inquiétudes se multiplient exponentiellement. Le simple fait d'articuler verbalement mes préoccupations devant un auditeur bienveillant révèle souvent leur caractère irrationnel ou disproportionné. Cette externalisation produit un effet thérapeutique immédiat que les psychologues appellent l'effet de verbalisation. J'ai constitué un cercle de confiance composé de 3 personnes dont le jugement et l'expérience m'inspirent respect et admiration. Cette diversité de perspectives est cruciale. Mon mentor professionnel apporte une vision stratégique, mon ami d'enfance offre une perspective émotionnelle authentique et mon thérapeute fournit un cadre clinique objectif. Cette triangulation relationnelle empêche l'influence excessive d'une seule perspective et enrichit ma compréhension des situations complexes. Cette démarche de partage n'est pas une recherche de validation, mais une quête de clarté et d'objectivité. J'ai appris à formuler mes préoccupations de manière structurée lors de ces échanges. Contexte factuel, réactions émotionnelles, options envisagées et demandes spécifiques d'input. Cette structure communicationnelle facilite des conseils pertinents et évite les conversations circulaires improductives. J'ai également développé l'art de l'écoute réflexive, reformulé les conseils reçus pour m'assurer de leur compréhension correcte et identifier les résistances émotionnelles qui pourraient bloquer leur application. Cette pratique révèle souvent que nos résistances aux conseils judicieux proviennent de peurs irrationnelles plutôt que d'objections logiques. J'ai constaté que cette ouverture relationnelle génère non seulement des solutions pratiques, mais renforce aussi les liens sociaux et l'estime de soi. Partager nos vulnérabilités avec des personnes de confiance approfondit l'intimité relationnelle et dissout le sentiment d'isolement qui nourrit l'anxiété. Cette approche collaborative de la résolution de problèmes s'inspire de la sagesse stoïcienne selon laquelle la raison collective surpasse souvent la réflexion solitaire. Marco Aurelio lui-même reconnaissait l'importance des conseils extérieurs dans ses méditations, soulignant que même les empereurs bénéficient de perspectives diverses. Ces 10 stratégies stoïciennes ont littéralement révolutionné ma relation aux pensées envahissantes et transformé ma qualité de vie quotidienne. Leur application cohérente m'a permis de développer une sérénité mentale que je n'imaginais pas possible auparavant. J'ai documenté méticuleusement l'évolution de mon état psychologique pendant 18 mois d'application rigoureuse de ces techniques. Les résultats dépassent mes espérances initiales. Réduction de 75% des épisodes d'anxiété, amélioration de 40% de la qualité du sommeil,
augmentation de 50% de ma productivité créative. Ces améliorations quantifiables s'accompagnent de transformations qualitatives plus profondes, une confiance en soi stable, une capacité d'adaptation remarquable aux changements, une présence authentique dans les relations interpersonnelles. J'ai constaté que ces bénéfices s'étendent bien au-delà de la gestion de l'anxiété pour toucher tous les aspects de l'existence humaine. Ma carrière professionnelle s'est enrichie d'une créativité libérée des contraintes de la peur et du perfectionnisme paralysant. Mes relations personnelles ont gagné en authenticité et en profondeur grâce à ma capacité à être présent sans l'interférence constante des préoccupations mentales. Ma santé physique s'est améliorée suite à la réduction du stress chronique et à l'adoption d'habitudes de vie plus conscientes. Ces techniques ne constituent pas des solutions miracles instantanées, mais des outils de développement personnel nécessitant patience et persistance. J'ai traversé des périodes de doute et de résistance, particulièrement durant les premières semaines d'application. Notre cerveau oppose naturellement une résistance au changement, préférant les patterns familiers, même s'ils sont dysfonctionnels. Cette résistance initiale est normale et ne doit pas décourager la persévérance dans la pratique. J'ai appris que la transformation authentique nécessite généralement entre 3 et 6 mois d'application consistante pour devenir automatique. La clé du succès réside dans la bienveillance envers soi-même durant ce processus d'apprentissage. Chaque retour aux anciens patterns anxieux devient une opportunité d'apprentissage plutôt qu'un échec à déplorer. Cette approche compassionnelle accélère paradoxalement le processus de transformation en évitant les spirales de culpabilité contre-productives. J'espère sincèrement que ces approches vous apporteront les mêmes bénéfices de transformateurs qu'elles ont générés dans ma propre existence. La philosophie stoïcienne offre un cadre intemporel pour naviguer les défis de l'existence moderne avec sagesse et équanimité. Ces enseignements anciens trouvent une pertinence remarquable dans notre époque d'information excessive et de stimulation constante. Leur application moderne nécessite adaptation et créativité, mais leurs principes fondamentaux demeurent universellement valides. Je continue personnellement à approfondir ces pratiques et à explorer leurs applications dans de nouveaux domaines de la vie quotidienne. Si ces stratégies vous inspirent et vous motivent à entreprendre votre propre transformation mentale, je vous encourage chaleureusement à vous abonner à cette chaîne et à activer les notifications. Votre engagement soutient mes recherches continues en psychologie pratique et me motive à partager régulièrement des contenus approfondis pour notre développement personnel collectif. Ensemble, nous pouvons créer une communauté dédiée à l'excellence mentale et au bien-être authentique, inspirée par la sagesse intemporelle des maîtres stoïciens et enrichie par les découvertes de la science moderne.